Bonjour Priscilla Edwaski. Priscilla, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment en Martinique et est-ce que selon toi la République est égale partout? Alors en ce moment, il y a une très grosse mobilisation en Martinique, contre la vie chère principalement. C'est une mobilisation qui fait écho à ce qui s'est passé en 2019 aussi sur les mêmes questions de vie chère, parce qu'on sait que voilà, le panier de consommation moyen est beaucoup plus élevé en Martinique et dans les Antilles de manière générale et de manière plus large en Outre-mer qu'en Hexagone. Et on peut se poser des questions déjà sur le respect de la loi de 2017 qui dit qu'il devrait y avoir un écart de développement économique, sanitaire, social, environnemental égal à celui de l'Hexagone, en tout cas qui devrait être résorbé cet écart. Donc on peut se poser la question du respect de cette loi. Alors, lutte contre la vie chère, en fait, ce dont on parle, c'est pour les biens de première nécessité, des prix qui peuvent aller de 40 à 200% supérieurs à ceux qu'on trouve en métropole. Oui, les prix sont super élevés pour des biens de première nécessité. Et il y a d'ailleurs une plateforme qui a été créée dans la foulée du lancement de la mobilisation, le 1er septembre, c'est Kiprix, voilà, .com, qui permet de comparer des produits d'une enseigne en particulier, mais je crois que l'intention qu'il y a derrière, c'est d'élargir les comparaisons. En tout cas, ça donne déjà une bonne idée. Effectivement, on voit très clairement entre différents produits de première nécessité l'écart qui est exorbitant, quoi. Et ça, à ton avis, c'est dû à quoi? On dit que c'est cette fameuse taxe sur les biens importés, qui est une taxe héritée d'un héritage colonial. Oui, il y a l'octroi de mer contre quoi beaucoup de gens se battent. Certains veulent supprimer, d'autres trouvent que ce n'est pas une bonne idée parce que c'est un apport pour les collectivités financier non négligeable. Et donc du coup, au lieu de réfléchir à un autre modèle, certains ont peur de supprimer cette taxe, mais effectivement, c'est hérité d'une ère d'un autre temps qu'on ne veut plus. Donc, et puis il y a la TVA, voilà. En tout cas, la question c'est pourquoi on importe autant alors qu'on pourrait sur place produire certains fruits et légumes plutôt que de les importer depuis l'Europe, quoi. Mm. Alors, tu as parlé de cette plateforme, tu as parlé d'une lutte sur la question de la vie chère, mais en fait, c'est une lutte qui commence à prendre des formes presque insurrectionnelles, avec des barrages, avec des commerces parfois incendiés, brûlés. Qu'est-ce que ça traduit pour toi? Bah, je trouve que les mobilisations, d'année en année, elles sont de plus en plus difficiles à mener. Puisque, en fait, on peut combiner différents modes d'action. Donc, on a les manifestations, on a les pétitions, on a les tribunes, on a les interventions en plateau aussi, différents acteurs et actrices qui s'expriment sur différents sujets, et notamment celle de la vie chère en ce moment, celui de la vie chère en ce moment. Et on a des modes d'action un peu plus directs, comme les barrages filtrants ou pas, les opérations Molokoï où ça va très, où en fait ce sont les opérations escargot qu'on faisait en hexagone, où en fait les voitures, ou en tout cas les corps de métier parfois, parce qu'il y a eu les taxis, il y a eu les routiers, etc., qui roulent très lentement sur la route. Et donc du coup, toutes ces actions combinées, bah, malgré le fait qu'elles soient quand même intenses, suivies, parce que là on parle d'une mobilisation qui a commencé le 1er septembre, là on est presque fin octobre, donc c'est quand même assez long et difficile aussi, j'imagine, au quotidien de pouvoir mener ces actions. Et pour autant, il n'y a pas de vraie réponse politique en face par rapport à ce qui est demandé. Donc ça peut prendre des allures peut-être d'insurrection lorsque, en tant que citoyen et citoyenne, on a du mal à se faire entendre par des voix plus, j'allais dire, plus douces, puisqu'il n'y a pas d'écoute. Et toi, ces modes d'action directs, tu les soutiens et évidemment, tu les comprends. Alors je les comprends. Je comprends. Moi, je soutiens la mobilisation, c'est sûr, c'est certain, parce que ce qui est revendiqué est juste une évidence. Les modes d'action, je les comprends aussi. Évidemment, lorsque on voit des endroits qui sont brûlés, pillés, bon, moi je ne suis pas pour le pillage ni pour qu'on brûle les bâtiments, mais avant d'en arriver là, il y a aussi des étincelles qui font qu'on en arrive là, en l'occurrence l'envoi de la CRS 8, qui fait aussi écho à une époque où il y a eu des morts et causées par la CRS 8 à l'époque, en 59. Et donc du coup, c'est un très mauvais signal du gouvernement d'envoyer cette unité en Martinique pour mater le mouvement social, alors qu'il aurait fallu plutôt être à l'écoute et être beaucoup plus conciliant. Et donc du coup, il y a eu des affrontements, il y a eu aussi des vidéos où on voyait les forces de l'ordre qui gazaient. Moi, je l'ai vécu personnellement, où on voit que pour faire reculer des personnes qui avancent, on les gaze pour les dissuader, et c'est assez violent quand on reçoit ça. Donc on ne se pose pas la question de si ce sont les forces de l'ordre en face. Quand on sait qu'on n'a rien fait de mal, on le vit mal quoi qu'il arrive, et donc ça, c'est une étincelle concrètement.
Donc il n'y a pas d'autre motif d'envoi de cette CRS 8 que pour justement être beaucoup plus dur sur le terrain et dissuader les gens de manifester, parce que les dissuader de manifester, c'est empêcher que la mobilisation se propage. Si on empêche qu'elle se propage, ben, on fait en sorte que ce qui est revendiqué ait moins de sens et moins de poids, et ça empêche, entrave des éventuelles négociations qui mèneraient à ce qui est revendiqué, là où ce n'est pas l'intérêt d'un gouvernement ou des gros distributeurs qui étaient à aux tables rondes, par exemple. Alors, tu parles des gros distributeurs. Il y a, dans les informations qu'on lit, qu'on voit, et celles qui nous arrivent directement de Martinique et des personnes qui sont sur place, il est souvent dit que ces gros distributeurs sont des Blancs qui ont gardé leur pouvoir et leur capital après la phase de décolonisation qu'on appelle les béquets. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça? Oui, moi j'ai visionné avec beaucoup d'attention les différentes tables rondes qui duraient plusieurs heures, mais c'était très intéressant et très important pour moi de les regarder, de les comprendre. Et d'abord, ce qui me marque, c'est le fait que les agriculteurs ne soient pas présents. Donc on parle d'alimentation et absence totale des agriculteurs, c'est assez incroyable. Les grossistes étaient déjà absents, en tout cas, il n'y avait pas énormément de grossistes et au fur et à mesure, ça a été réclamé, on les a vus et on les a entendus s'exprimer. Mais les agriculteurs n'étaient pas au rendez-vous, enfin n'étaient pas conviés visiblement. Et effectivement, on a à la table les gros distributeurs qui sont des descendants d'esclavagistes qui avaient été indemnisés à l'époque pour pouvoir continuer à travailler et exploiter les terres et la population, les ouvriers et ouvrières à l'époque, et qui continuent et qui ont maintenant un monopole. C'est illégal le monopole qui est exercé. On se peut se demander que fait la DGCCRF, que font les différents organes de contrôle et les autorités compétentes pour faire que ces monopoles n'existent pas, justement, ou soient sanctionnés. Et donc ce sont ces personnes-là qui sont à la table, donc la famille Ayotte, Fabre, Parfait, qui sont là en face, sans les agriculteurs, et qui dictent la pluie et le beau temps, et qui décident de si on va réduire des tarifs ou pas, des prix ou pas, et au lieu de plutôt, côté collectivité et côté État, questionner le modèle, parce que c'est le modèle qui est un modèle d'un autre temps et qui impose une monoculture intensive, un monopole de ces Culture de la banane en l'occurrence. Culture de la banane, culture de la canne, le melon, enfin, c'est assez inadmissible. On sait qu'il peut y avoir une autosuffisance sur le territoire. Encore faut-il permettre que ce modèle il change et qu'on arrête de faire autant de canne, qu'on arrête de faire autant de melons et de bananes et qu'on permette d'introduire d'autres fruits, d'autres légumes qui aient une certaine autosuffisance, que les tarifs soient moins élevés, qu'on puisse consommer local, et qu'on permette aussi un commerce avec les voisins proches, plutôt que d'avoir à importer des produits et même à exporter. Parce que ce que j'ai entendu des agriculteurs, moi quand j'y vais, locaux, c'est on est les jardins de l'Europe. On produit, on exporte, mais nous-mêmes, on ne vit pas de ce qu'on exporte. Enfin, on ne consomme pas ce qu'on exporte. Et le modèle est complètement d'un autre temps et c'est simplement de l'exploitation, en fait. Cette exploitation et ces grandes familles dont tu parles, en tout cas depuis ce qu'on peut lire d'ici, on parle de marges qui vont de 1 à 15 fois le prix de revient de ce qui est importé en Martinique. Et ça, ces marges et ces différents intermédiaires, c'est partagé entre eux de façon directe et sans contrôle, en fait. Oui, c'est bien le problème. Il y a eu beaucoup de discussions autour des marges, autour des taux appliqués, etc., où les distributeurs se défendaient en face en disant qu'eux-mêmes faisaient de leur mieux depuis des années, mais on voit bien que non, concrètement. Et surtout, les distributeurs qui étaient en face étaient des distributeurs, des grossistes, des importateurs. Donc ils étaient à tous les niveaux de la chaîne et du coup, tout arrive dans leur portefeuille, j'ai envie de dire. Donc ils sont bénéficiaires de tout ce qui, à chaque étape de la chaîne, ils bénéficient. On parle de raquettes, hein, presque. Bah, c'est de l'exploitation. Enfin, le racket, c'est ça, c'est exploiter les gens, leur voler leurs terres pour exploiter un certain nombre de choses, les exporter. C'est du commerce pur et dur, sans aucune intention de réellement nourrir la population. C'est pour ça que je me demande où sont les agriculteurs, pourquoi ils ne sont pas à la table des négociations pour dire, mais en fait, nous, on a les moyens de vous nourrir autrement, on a les moyens de faire en sorte que vous puissiez avoir des produits sains, des produits locaux, et en plus, on pourrait avoir des partenariats avec des pays voisins pour ce qui nous manquerait, mais il ne manquerait pas grand-chose. Parce que finalement, encore faut-il qu'on leur permette d'avoir beaucoup plus de moyens de faire les choses. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on voit cette fameuse POSEI, subvention européenne, qui, elle, est dirigée à 90% vers les béquets aussi. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que dans le protocole qui a été décliné par l'État et par la collectivité locale, il parle de réformer, de réviser cette POSEI dans le sens de la transition agricole. Mais je demande à voir, parce que ça fait des années que les agriculteurs réclament que ce soit fléché vers ceux qui font vraiment attention à l'environnement, pour ceux qui veulent vraiment produire différemment. Et pour autant, ils s'en fichent
Jusque-là, ça va à la banane, à la canne et au melon, quoi. Donc, ils n'ont pas entendu. Donc, moi, ce qui me manque à cette table ronde, ce sont plutôt des revendications aussi démocratiques, enfin structurelles, sur qui on nomme en tant que ministre. Là, en l'occurrence, on a un ministre qui ne connaît pas les territoires d'outre-mer. Est-ce qu'il même il en faut qu'un? Est-ce qu'il n'en faut pas plusieurs par territoire? Enfin, au moins un par territoire. Est-ce que ça, c'est vraiment dans la configuration, on ne parle pas d'autonomie, d'indépendance. Je mets ça de côté pour l'instant, mais juste dans la configuration actuelle, pourquoi c'est ce type de ministre-là qui est là, qui ne connaît pas du tout le terrain, qui n'est même, on a quand même, il y a quand même 11 territoires habitables, 3 millions d'habitants, c'est 11 millions de mètres carrés, il n'y a pas une personne qui peut faire ministre. C'est quand même, voilà, moi je questionne déjà les personnes qui décident et qui sont à la tête et qui seraient plutôt pas forcément dans le sens de ce que défend le mouvement social. Et à côté de ça, il y a aussi les préfets. Pareil, le préfet a beaucoup été entendu à cette table ronde-là et a été questionné sur le fait qu'il soit il répondait à côté, soit il souriait, soit il était sur son téléphone. En fait, il y a eu cette forme de mépris exprimée à la table ronde. Et là aussi, ça questionne aussi les personnes qui sont nommées à ces postes-là, des postes clés, décisifs, où ça donne l'impression que le président de la collectivité locale n'a pas de pouvoir en réalité, quoi. Donc moi, voilà, les revendications démocratiques, elles me manquent aussi à cette table ronde, parce que je me dis que oui, il y a l'urgence, donc les personnes qui n'ont pas les moyens de vivre, de se nourrir. C'est important de travailler sur des mesures d'urgence, mais pour faire que les choses changent sur la durée, pour moi, il faut changer structurellement les choses. Et donc changer le modèle agricole, changer la manière dont on nomme les gens, et ça commence au moins par ça. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi changer la manière dont l'État français se représente sur place? Et est-ce que, toi tu es martiniquaise, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la Réunion, la Guadeloupe, Mayotte et la Kanaky? Oui, je pense que la posture générale de la France, on a vu ces dernières années Emmanuel Macron avoir une posture qui rappelle effectivement l'époque coloniale. En fait, quand il se déplace en disant en fait ici c'est la France, chez nous c'est la grandeur, mais c'est fini cette époque, c'est pas une question de grandeur là, c'est une question de comment on fait pour vivre dignement sur son territoire, comment on fait pour pas avoir à systématiquement parcourir des milliers de kilomètres pour aller étudier. Et ensuite, on a des étudiants qui n'arrivent pas à retourner, soit parce qu'ils se sont établis et que la vie, voilà, ils s'établissent et donc c'est difficile d'organiser le chemin retour, ou alors ils sont empêchés dans leur demande de mutation. Donc en fait, il y a cette posture qui donne l'impression qu'effectivement c'est une position géostratégique uniquement, et qui vient aussi nourrir la France. C'est un bénéfice géostratégique qui fait de la France le deuxième territoire ou la deuxième puissance maritime mondiale, mais il n'y a pas de retour en face. Carrément, en fait, on a l'impression qu'effectivement c'est juste un très grand jardin, les Outre-mer, un jardin qui est exploité par la France, et à la fois une position géostratégique clé en cas de conflit international, pour négocier des choses, etc., avec les autres pays, et que ce n'est rien d'autre. Cette loi de 2017 dite d'égalité réelle n'est pas respectée en matière d'écart de développement à résorber. Il y a une association qui s'appelle Quimbered qui travaille sur la défense des droits humains. Elle est régulièrement seule à l'ONU pour défendre les droits fondamentaux des populations ultramarines. La France n'a pas de délégation associative, j'entends, présente à l'ONU. Elle se bat pour faire que ça existe, et elle se bat pour une chose assez incroyable. En 2024, dans la Charte sociale européenne, les territoires ultramarins ont été exclus par la France de cette charte qui dit que les peuples ont des droits fondamentaux. Donc et l'ONU a questionné la France sur cette exclusion, et la France confirme que les territoires ultramarins ne font pas partie de cette charte, ce qui est inadmissible. Comment tu l'expliques? Parce qu'en fait, la France considère qu'elle n'a pas les moyens d'assurer les prérequis de cette charte, c'est ça? Moi, je pense que la France a les moyens de faire en sorte que cette charte soit respectée, que les populations qui y vivent aient des droits minimums. La question, c'est qu'est-ce que ça implique quand on a un certain nombre de droits? Ce que ça implique, c'est qu'on puisse gagner en autonomie. Et gagner en autonomie, c'est peut-être éventuellement réclamer l'indépendance à terme. Donc, ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la France, que chacun des territoires ultramarins gagne en autonomie, surtout alimentaire, et encore moins démocratique. C'est-à-dire voilà, que ce qui est des personnes nommées pour faire un certain nombre de choses sur le territoire, ça ne les arrange pas du tout. Alors, ce que tu veux dire, c'est que la situation économique de la Martinique en ce moment, c'est-à-dire cette situation de monoculture autour de la banane ou du melon, d'une part, elle bénéficie à une caste élitiste de béquets qui hérite de son capital de la période coloniale, mais d'autre part, elle permet à la métropole et à la France de maintenir son emprise sur ces territoires-là. C'est ça que tu dis? Oui, il y a une complète emprise de la France, enfin il y a une complète emprise des territoires ultramarins vis-à-vis de la France,
Et surtout, j'ai bien aimé l'image qui m'a été donnée par les agriculteurs en Martinique et en Guadeloupe, c'est de dire on est sous perfusion de la France et de l'Europe. Et effectivement, ces liens-là, une fois qu'ils sont coupés parce qu'on gagne en indépendance, forcément, on gagne en pouvoir d'agir, on gagne en autodétermination. Et ça ne va pas du tout dans l'intérêt de la France. On a bien vu avec la Kanaki comment tout de suite ça a dégénéré parce que lorsque vous avez les mouvements indépendantistes qui commencent à prendre du poids, tout de suite ça déplaît et on envoie des forces de l'ordre. Et tout de suite, quand la population revendique une chose avec force et que c'est la violence qui arrive en bout de course, il faut se poser la question d'où ça vient, le malaise. Pourquoi, à un moment donné, des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que les choses dégénèrent de manière physique, pourquoi, à un moment donné, on en arrive là et ça fait un certain nombre d'années qu'il y a des chercheurs et des sociologues qui étudient ce phénomène d'utilisation maintenant de la violence pour revendiquer des choses quand on n'est pas entendu. Et il faut se poser la question du pourquoi avant de se dire qu'il faut aller tout de suite matraquer, qu'il faut aller maintenir l'ordre. Avant de maintenir l'ordre, déjà pourquoi on en arrive là? Faut peut-être que le politique, c'est son rôle aussi d'aller comprendre les choses et pas comme Emmanuel Macron l'avait fait en 2018 pour le mouvement des Gilets jaunes, lancer un grand débat à 12 millions sans étudier les revendications qui en sont sorties pour ensuite produire des politiques. En réalité, il n'en avait rien à faire. C'est vraiment du vent. Et là, c'est effectivement, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Qui se produit aujourd'hui avec les différents territoires. Et là, avec les personnes avec lesquelles tu discutes régulièrement sur place, selon toi, il en est où le niveau de ras-le-bol? Est-ce qu'on est au début du mouvement? Est-ce que c'est l'étincelle qui va commencer à agréger et à alimenter quelque chose de plus dur? Comment tu le sens? Déjà, ce que je sens depuis avant ce mouvement, c'est puisque on ne se soucie pas de nous, il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Donc là où avant, c'était des attentes, alors peut-être que attente est un mot fort, mais il y avait encore peut-être de l'espoir qu'un gouvernement puisse réagir. Aujourd'hui, après les 15 ans, donc c'était en 2009 la mobilisation contre la vie chère, on est en 2024, aujourd'hui c'est plutôt, en fait ils s'en fichent de nous, ils se servent de nous, ils nous exploitent, ils nous empoisonnent avec la question du chlordécone et le fait que ce soit remis en question, le fait qu'il y ait des malades. Et puis les malades ne sont pas accompagnés comme il faut, etc. Donc il y a ce mépris qui avait aussi expliqué les mobilisations pendant la crise Covid. Le chlordécone, on rappelle juste, c'est ce pesticide qui a été utilisé notamment dans les bananeraies et dont on savait qu'il était hyper toxique et qui a aujourd'hui empoisonné complètement la Martinique et les Martiniquaises et les Martiniquais. Ils sont tous contaminés. Oui, 80-95% de la population martiniquaise et guadeloupéenne est contaminée. Beaucoup de maladies sont déclarées, alors ça touche les enfants, ça touche le fœtus, ça touche les femmes, ça touche le vivant en général. Alors qu'on savait en métropole que c'était extrêmement toxique et qu'on ne l'utilisait plus. Oui, ça a été autorisé par Jacques Chirac à l'époque en 72. Ça avait déjà été déclaré comme cancérigène possible en 79 et malgré tout ça a été introduit, ça a été réutilisé pendant 20 ans comme ça régulièrement et puis ensuite il y a eu des dérogations, puis ensuite il y a eu des utilisations frauduleuses détectées par la DGCCRF, mais je n'ai pas vu passer des sanctions. Il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites pour démontrer la dangerosité, pour démontrer les impacts sur la santé, sur l'eau, sur l'environnement en général. Et malgré tout, Emmanuel Macron, avant de revenir sur ses propos, avait remis en question le fait que ça puisse avoir des impacts sur la santé, alors même que tout le monde de la recherche avait démontré scientifiquement les impacts. Et là, aujourd'hui, on est justement, c'est un moment clé aujourd'hui, puisqu'il y a le tribunal de Paris qui va statuer sur le non-lieu qui avait été prononcé en janvier 2023, alors que plusieurs associations avaient porté plainte pour avoir des réparations, pour que ce soit reconnu, etc., parce que c'est un crime environnemental, un crime contre l'humanité, puisque les personnes sont contaminées. Et voilà, les associations se battent pour justement faire que ce non-lieu ne soit pas acté. Ouais. Et alors sur le ras-le-bol, sur le niveau de ras-le-bol, je t'ai coupé. Oui, sur le niveau de ras-le-bol des personnes qui sont sur place, il est de dire on continue à se mobiliser. On continue à se mobiliser. La question, c'est sous quelle forme? Puisque quand il y a eu de la répression, ça dissuade un petit peu de continuer de fortes mobilisations. Mais il y a eu encore des barrages ce week-end qui ont été faits et puis des courses-poursuites dans la rue avec la police. Là, il faut quand même dire qu'il y a un couvre-feu, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus sortir de chez eux entre 21h et 5h du matin. C'est quand même une privation de liberté qui est importante. Oui, il y a eu un couvre-feu de cet ordre-là jusqu'au 21, puis il est prolongé jusqu'au 28, mais réduit, donc minuit 5h maintenant.
effectivement, il y a une réduction de liberté, entrave à la liberté de circulation, dissuasion de manifester, on va dire, on dissuade les gens de manifester. Et en fait, le ras-le-bol, il est quand même là. La question, c'est est-ce que ça va prendre au-delà aussi de la Martinique, parce qu'il y a eu des rencontres entre les représentants de Guadeloupe et de Martinique qui j'espère, vont donner l'envie plus large de se mobiliser. Il y a eu des tentatives de mobilisation à La Réunion aussi. Donc voilà, c'est un sujet qui n'est pas nouveau et j'aimerais bien, moi en tout cas, que ça permette de construire des alliances inter-territoires pour faire que ce soit plus entendu. Et moi, ce que je regrette un peu, c'est la connexion entre l'Hexagone et l'Outre-mer pour la mobilisation. Qu'on puisse, nous, ici, en tant que militants, militantes, aussi contribuer, mais pas uniquement en faisant des rassemblements, mais en allant concrètement au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, etc. Et ça, qu'est-ce qui t'en empêche en ce moment, là, actuellement? Il faudrait que ce soit fait de manière coordonnée. Je peux y aller, hein, on peut ça à Paris, mais il faudrait que ce soit fait de manière coordonnée, qu'on puisse être dans le vrai relais d'information et pas dans la récupération. Enfin voilà, il faut que ce soit quelque chose qui ait du poids, qu'on puisse convier des médias qui puissent nous accompagner. Enfin voilà, on peut faire ce genre de choses en créant un pont, moi j'appelle ça un pont, pour faire que, tenter de mettre aussi une pression ici. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont mobilisées à Paris. Il y a plusieurs week-ends de ça. Le dimanche et le samedi pour soutenir. Mais effectivement, tout à l'heure, je disais, le mode d'action parfois s'essouffle. On ne nous écoute plus quand il y a des manifestations, quand il y a des rassemblements statiques. Donc, il faut essayer de combiner différentes choses pour faire qu'on soit entendu, quoi. Alors, le mouvement, pour l'instant, en fait, il fait très peu de bruit, notamment en métropole et dans les grands médias nationaux. On en parle vraiment peu. Je pense qu'il y a très peu de gens qui nous regardent là actuellement qui savent précisément ce qui se passe en ce moment en Martinique. Comment tu l'expliques et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces voix soient encore plus entendues? Oui, c'est un problème lorsqu'on n'a pas de relais médiatique, lorsqu'on lance une mobilisation, parce qu'effectivement, c'est ce qui contribue à mobiliser, c'est que les gens soient informés que ça ait lieu, qu'ils puissent avoir des points de rendez-vous, parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des médias qui relaient. Donc merci aux médias indépendants aussi, parce qu'ils font beaucoup de travail à ce niveau-là, ils sont sur le terrain, etc. Donc ils sont là, il faut que nous aussi on relaie ça, mais au niveau des médias mainstream, c'est compliqué. Donc voilà, moi c'est aussi pour ça que j'ai lancé une asso qui contribue à mettre en lumière les problématiques sociales et environnementales des territoires dits d'outre-mer. Et à ce titre-là, on a fait le premier sommet des luttes sociales et environnementales au CESE. Ça a réuni 25 personnes issues de 7 territoires, donc 13 organisations, dont 2 sur la Martinique en l'occurrence. L'idée, c'était d'avoir des espaces dédiés pour travailler ensemble et faire que les angles détectés dans chacun des territoires qui nous permettent de faire corps, en fait, se traduisent en actions concrètes collectives. Évidemment, chaque territoire a ses spécificités. Mais il y a toujours des points de convergence qui, à mon sens, nous permettraient d'aller plus vite et plus loin. Donc l'idée, c'était de travailler ensemble pour que ça puisse se faire. Et est-ce que tu sens que ça marche, que ça permet de créer un peu plus d'écho que ça en a aujourd'hui? En tout cas, ça a été très bien reçu. Donc on l'a intitulé l'ACOU 2024 pour la première édition, et ça a été très bien accueilli par les organisations qui ont participé. Ce qui nous a été dit principalement, c'est la possibilité de connecter avec d'autres associations, d'autres territoires ultramarins, parce qu'ils sont quand même éloignés les uns des autres. Et donc l'opportunité de se voir, de discuter de ces luttes, de comprendre les obstacles, de tirer les enseignements des actions des uns et des autres, mais c'est un gain de temps incroyable en fait. Donc, et de pouvoir ensuite, nous, en tant qu'association, faire pérenniser ce lien et faire qu'ils puissent, entre deux sommets, travailler collectivement et faire qu'on puisse aller plus loin. Donc oui, moi je pense que ça va apporter ses fruits parce que là, du coup, on sent que concrètement, on va bosser ensemble, quoi. Super. Donc là, le département a annoncé l'aboutissement, ou en tout cas un accord qui concerne une baisse de 20% des prix sur un certain nombre de produits de première nécessité. Ça n'a pas été signé par le RPRAC. Est-ce que pour toi, ça traduit le fait que la mobilisation va se poursuivre ou pas, ou est-ce que le rapport de force est déjà un peu diminué? Alors oui, ce qu'ils ont appelé le protocole, effectivement, ça a été signé par les grossistes et les distributeurs, des élus. Ça n'a pas été signé par l'Observatoire des prix, c'est intéressant, parce qu'ils étaient censés être là pour contrôler. Donc on peut se poser la question de leur rôle, parce qu'ils avaient dit qu'on aurait un renforcement des contrôles. Et ça n'a pas été signé par le RPRAC, puisque la demande principale du RPRAC, c'était de dire qu'il fallait réduire les tarifs sur tout l'alimentaire. Et dans les négociations, à un moment donné, ils ont demandé à ce que, si ce n'est pas tout l'alimentaire tout de suite, que ce soit progressif, mais pas à plus de 2 ans. Et donc, c'est ce qui fait que la mobilisation se poursuit, d'après les représentants qui se sont exprimés après la table ronde. Et ils ont appelé justement à ce que ça se poursuive, que ce soit intense,
Et malheureusement, on a un gouvernement en face qui, à mon sens, ne va pas faire plus. Parce qu'il a été question de dire qu'il ne souhaitait pas réduire les prix sur tous les produits. Et donc, à ce moment-là, on a en face un mur institutionnel, ce que moi j'appelle un verrou. Et si on veut faire bouger ce verrou, il faut se mobiliser de manière extrêmement intense pour qu'ils puissent revenir à la table et reconsidérer ce qui a déjà été refusé à plusieurs reprises lors des tables rondes. Et peut-être qu'une des solutions pour que ce mouvement reprenne et se remobilise de façon très intense, comme tu le dis, c'est les liens qu'il y a actuellement entre les représentants du mouvement en Martinique et ceux de La Réunion, de Guadeloupe et peut-être même de Mayotte. C'est sûr que ce qui pourrait contribuer à donner un nouvel élan à la mobilisation, c'est la connexion interterritoire. Voilà. Pour moi, il faut qu'il y ait une connexion interterritoire et qu'il y ait vraiment une mobilisation simultanée, coordonnée, et qu'il y ait ensuite un pont avec l'Hexagone, avec les militants qui sont en Hexagone, et que là, on puisse agir ensemble de manière très forte pour qu'il y ait un retour à la table pour le RPRAC éventuellement, si c'est ça qui est envisagé de leur côté. Super, merci beaucoup Priscilla Ludowski. Merci.